Elles ont rendez-vous avec l'histoire. Les Bleus, match d'ouverture de la Coupe du Monde de football féminine. Ce soir, 21h au Parc des Princes à Paris, France-Corée du Sud. Les Françaises jouent tout au plus haut niveau, mais ne sont pas habituées à des stades pleins à craquer. Avec nous, Simon Rubin, cela va être l'un des enjeux. Simon, gérer la pression. Oui, pour vous donner une idée, ce soir, on attend 47 000 personnes au Parc des Princes, alors qu'en moyenne, un match de championnat de France, vous avez entre 500 et 1000 spectateurs. Donc les Françaises vont découvrir un nouveau monde. Dans le couloir qui mène des vestiaires à la pelouse, imaginez, elles vont entendre le bruit sourd de la foule, la sono hurlante, les flashs qui claquent. Cette ambiance-là, cette folie, c'est une pression et donc ce sera le principal danger pour les Bleus. Gaëtane Thiné, qui est pourtant une joueuse d'expérience, a d'ailleurs bien du mal à ne pas y penser. Pour ma part, j'ai essayé de me préparer au mieux. Je suis allée voir plein de matchs au parc. J'ai essayé d'être très très proche de ce couloir pour ressentir un peu ces émotions et ça fait déjà beaucoup d'émotions. Il faut quand même dédramatiser. On est là pour jouer au foot. Donc c'est la difficulté et c'est ce sur quoi je suis très très concentrée. Et puis au-delà du stade, les Bleus savent que des millions de personnes vont suivre leurs prestations. Elles ont senti l'engouement depuis des mois, l'attente qui se fait plus pressante. Et ce match d'ouverture contre les Coréennes à leur portée est donc avant tout un défi mental. Pour les Bleus, il est l'heure d'être à la hauteur des rêves qu'elles ont fait naître. Merci Simon Rubin. On vous retrouve d'ailleurs ce soir, Simon. Vous commenterez le match en direct et en intégralité sur Europe 1 parce que Mathieu, on donne rendez-vous à nos amis, soirée spéciale. Oui, autour de Lionel Rousseau, prise d'antenne à 20h dans ce merveilleux studio Pierre Bellemare. Oui, en public avec notre consultante Sandrine Roux. Rendez-vous 20h donc sur Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde. Et puis, fin de saison chaotique pour Neymar. La star du Paris Saint-Germain a été entendue par la police à Rio de Janeiro dans une affaire de viol. Son accusatrice avait livré sa version à la télévision brésilienne quelques heures auparavant. Et enfin, vous le savez, il est à nouveau blessé. À la cheville, cette fois, il ne pourra pas jouer la Copa América avec la Seleção. Tout autre chose maintenant. Qui veut le bureau de Laurent Wauquiez ? Eh bien, c'est peu dire que les poids lourds ne se précipitent pas. Mais il y en a tout de même un dont le nom circule de plus en plus. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Vous avez des informations, c'est ce que j'appelle le plan J. Comme Jacob, Christian Jacob, le président des députés LR, à la tête du parti, c'est possible. Eh bien, ce serait une solution évidente, confient des élus, car il coche pas mal de cases. Chiracien, pas d'ambition présidentielle, et il a toujours été d'une loyauté à toute épreuve, quel que soit le patron, de Copé à Sarkozy, en passant par Fillon malgré la tempête de 2017 et jusqu'à Wauquiez. Laurent Wauquiez qui l'a appelé hier, il y a besoin de toi, donc impose-toi. Christian Jacob consulte donc à tout va. Il ira au charbon s'il le faut, certifie un élu. Sa décision n'est pas prise, temporise un proche. Avant d'ajouter, s'il apparaît comme une solution d'apaisement, il prendra ses responsabilités. Alors chez LR, rien n'est jamais acquis, vous le savez, mais à ce stade, l'option Jacob ne suscite pas de levée de bouclier. Et si on en parle, c'est aussi parce que tous les autres ténors se défilent. Alors François Baroin, ami de Christian Jacob, n'a pas envie de se cogner le parti, glisse un sarkozyste. Valérie Pécresse a pris le large. Il faut dire que le job est ingrat. Gérer une maison en mal de militants et d'électeurs tout en essayant de retenir les élus. La droite, traumatisée, rêve d'un patron qui ne pense pas qu'à la présidentielle. Une révolution pour le parti gaulliste où tout a toujours tourné autour d'un chef obnubilé par l'élection suprême. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Merci à vous Aurélie. Cette fois c'est fait, les députés ont renoncé aux 80 km/h. L'Assemblée nationale a autorisé la possibilité de relever la vitesse sur certaines routes départementales, mais pas sur les nationales. Ce sont les présidents de conseils départementaux, mais aussi les maires, dans certains cas, qui auront le pouvoir de prendre cette décision et donc la responsabilité. À Tahiti et Moréa, le corail est en train de mourir. Oui, ce patrimoine naturel de la Polynésie française et du monde est la victime directe du réchauffement climatique. C'est ce que démontre une étude scientifique que nous vous révélons en exclusivité sur Europe 1. Écoutez les explications de Laetitia Edouin du Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. C'est un phénomène qui est spectaculaire et il s'explique simplement parce que l'eau de mer, elle a été beaucoup plus chaude que d'habitude. On a eu des températures qui étaient supérieures à 30 degrés. Dès qu'on va dépasser cette gamme de températures, le corail, en fait, il va être stressé et il va commencer à blanchir. Et un corail blanchi n'est pas un corail mort. Pour Moréa et Tahiti, on est à peu près sur 40 à 50% de colonies blanchies, mais qui sont blanchies à des stades très sévères. Et donc, on pense qu'il va y avoir quand même une forte mortalité associée à cet épisode de blanchissement. Laetitia Edouin au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui. Quelle tristesse, ce corail qui blanchit et finit par dépérir. Dossier complet, toutes les explications et diaporamas sur notre site internet europe1.fr. Et puis, c'est un nouveau scandale alimentaire. Une entreprise française a distribué 780 tonnes de faux steaks hachés
à des associations d'aide aux plus démunis. Fabriqués en Pologne, ils contiennent essentiellement de la peau, du gras, du soja, mais pas de viande. Une enquête a été ouverte par la répression des fraudes. La suite du journal, David Doucan et Theresa May qui quittent officiellement aujourd'hui la tête du Parti conservateur. Absolument, elle n'est à partir de maintenant plus que première ministre par intérim. Cela ouvre la course à sa succession. Il y a 11 candidats. Les députés Tories en sélectionneront 2 qui seront ensuite départagés par un vote des militants. Et les 2 favoris sont Boris Johnson et Michael Gove. Présentation des forces en présence avec notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba. Le 10 Downing Street l'obsède depuis des années. Bojo, surnom pour Boris Johnson, est aujourd'hui tout près du but. Seul obstacle à franchir, passer le vote de ses collègues, les élus conservateurs, pour atteindre le duo de tête. Ses allures de bouffon, ses gaffes, son dilettantisme lui valent le mépris de nombreux Tories. Mais son statut de favori attire chaque jour de nouveaux soutiens. Car l'ancien maire de Londres, figure de la campagne pour le Brexit, est le candidat préféré des 160 000 militants du parti qui départageront les 2 finalistes. Sa ligne dure sur le Brexit séduit cet électorat âgé et eurosceptique. Il prône une sortie sans accord si Bruxelles refuse de renégocier. Son principal challenger est Michael Gove, l'actuel ministre de l'Environnement. Lui propose de repousser la sortie de l'Union européenne en 2020 si nécessaire et offre aux Européens du Royaume-Uni une procédure gratuite pour obtenir la nationalité britannique. Eurosceptique modéré, il est le candidat du compromis au sein d'un parti dangereusement déchiré par le Brexit. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. David, Oui. vous êtes un homme de parole. Vous l'aviez promis pour terminer ce journal. Vous l'aviez promis de nous parler de K-pop. Eh oui, parce que si vous avez un ou surtout une ado à la maison, vous n'y avez sans doute pas échappé. Cette musique coréenne est un phénomène mondial, en particulier le groupe BTS. Ils sont ce soir et demain au Stade de France. Leur clip Boy With Love a été visionné 70 millions de fois. En 24 heures, les fans sont au bord de la crise d'apoplexie. Diane Chenouda l'a constaté pour Europe 1. Ils ont entre 15 et 25 ans, une majorité de filles, dont certaines ont les cheveux bleus ou verts, comme leurs idoles. 7 garçons dans le vent, look androgyne et flashy, ils enflamment les stades avec leur K-pop acidulé, mélange de pop, rap, électro. Ils ont une énorme richesse au niveau musical, au niveau des paroles. Ils m'ont beaucoup aidé dans les moments où j'étais au plus bas. Ce qui font passer de très beaux messages comme apprendre à s'aimer, à s'accepter. J'adore la danse, donc les voir danser, c'est aussi extraordinaire. J'y vais les 2 jours, je vais au concert les 2 jours. Beaucoup de fans iront en effet les voir ce soir et demain soir, malgré le prix des places, jusqu'à 600 € en VIP, car tous veulent revivre les émotions du dernier concert de BTS en octobre à Paris. Il y a beaucoup d'ambiance avec les fans, ils sont hyper joyeux et C'était extraordinaire, vraiment. C'était magique, ils sont merveilleux, ils font vraiment le show, très bons danseurs, des très bons chanteurs, vraiment parfait. Les 110 000 places pour ce soir et demain sont parties en moins de 2 heures. Et je sens la frustration de Mathieu Béliard après ce reportage de Diane Chenouda, puisque c'est à guichet complet, vous ne pourrez donc pas y aller ni ce soir, ni demain, Pourtant, j'avais mes Mathieu. lunettes de soleil parce que là, regardez le clip, c'est flashy. Oui, c'est flashy en effet. Je vous dis un mot de Roland Garros ? Oui, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est le climax, le match au sommet, la rencontre que vous attendiez tous. Demi-finale homme, 12h50, court central, l'Espagnol Rafael Nadal contre le Suisse Roger Federer.